Il existe, bien au-delà des cartes que tracent les hommes, un endroit dont personne ne parle à voix haute, là où les montagnes frôlent le ciel, là où les étoiles paraissent plus proches que les rivières de la vallée, se trouve une demeure minuscule, solitaire, posée comme un point d'encre sur un parchemin blanc. On l'appelle, à voix basse, la Teestube der Wind. Le salon de thé des vents, c'est une maisonnette de pierre ancienne, aux volets peints de bleu-gris, toujours entr'ouverts. Une cheminée fine et tordue crache un mince filet de fumée qui serpente dans l'air gelé comme une signature oubliée. Un sentier de pas, à peine visible, mène à la porte, mais personne ne sait d'où il vient vraiment. Ceux qui sont montés la Pau disent qu'ils ne s'en souviennent plus, comme si la montagne elle-même choisissait ses visiteurs. Le vent, lui, n'oublie jamais. Chaque soir, au moment précis où la lumière décline et que le ciel s'embrase de nuances d'ambre et de vieux roses, les vents du monde entier convergent vers ce point. On les entend arriver longtemps avant de les voir. Un souffle tiède du désert, un frisson salé venu du nord, une brise florale qui sent le thé vert et les mandarines. Ils rampent sur les rochers, caressent les herbes sèches, se glissent sous la porte en soupirant. Puis ils s'assoient, en silence, en cercle, au centre du salon, une table ronde en bois sombre. Dessus, un service à thé finement peint, émaillé de craquelures, chaque tasse un peu différente, chaque anse légèrement tordue. Au mur, une horloge ancienne qui ne marque pas l'heure, mais les saisons. Au plafond, suspendus par des fils presque invisibles, des carillons de bambou, de métal, de coquillages qui tindent doucement à chaque mot échangé. Car les vents ne viennent pas seulement pour se reposer, ils viennent raconter, ils parlent des terres qu'ils ont traversées, des choses vues et des secrets entendus. Ils chantent les douleurs des villes, les rêves perdus dans les ruelles, les chants d'amour murmurés au balcon. Parfois, un vent timide évoque une guerre. Un autre récite un poème trouvé sur une page envolée. Un vent d'Afrique apporte la chaleur du sable et les rires d'un marché. Un vent de Sibérie, silencieux, dépose sur le seuil une plume gelée et un mot jamais prononcé. Et dans cette maison de brise et de silence vit une jeune femme. Elle s'appelle Élise. On dit qu'elle est la née d'un vent d'automne et d'une larme de lune, mais c'est sans doute une légende. Ce qui est certain, c'est qu'elle est là chaque soir, préparant le thé avec un soin presque sacré, écoutant sans jamais interrompre. Ses gestes sont lents, précis. Elle choisit les feuilles en fonction du vent qui entre. À l'oriental, elle sert du thé noir fumé. Au mistral, une infusion de lavande. Pour les vents du sud, elle mêle cannelle et peau d'orange. Élise ne parle que rarement, mais ses silences sont des invitations. Quand elle hoche la tête, c'est qu'elle comprend. Quand elle incline légèrement la tasse, c'est qu'elle accepte le poids de l'histoire. Il lui arrive de sourire, un sourire qui réchauffe même les vents les plus froids. Elle écrit parfois ce qu'elle entend, pas sur du papier, sur des feuilles de thé séchées, des écorces de bouleau ou des pierres plates qu'elle range dans des tiroirs secrets. La maison n'a ni adresse ni serrure, et pourtant, chaque vent la trouve. Certains disent que le monde entier tiendrait dans cette petite salle de thé, qu'il suffirait d'ouvrir la bonne boîte, celle au couvercle gravé d'un oiseau en vol, pour entendre le chant des Andes, d'aspirer profondément au-dessus d'une tasse pour voir les visages de ceux que l'on a oubliés, d'attendre, simplement, de se taire assez longtemps pour que le vent daigne nous murmurer une vérité. Ce soir-là, quand commence notre histoire, la montagne est enveloppée d'un manteau de givre. Le ciel est clair, sans un nuage, mais l'air est saturé d'électricité, comme si quelque chose d'important allait se dire. Élise range les tasses du matin, aligne les boîtes de feuilles, d'un geste familier. Elle allume la bougie au centre de la pièce, celle qui ne vacille jamais. Puis elle s'assied et attend. Et comme chaque soir, les vents arrivent. Mais ce soir,
l'un d'eux est différent. Élise vivait là-haut depuis... Personne ne savait vraiment depuis quand, ni elle, ni les vents. Peut-être que le temps, à cette altitude, décidait de marcher autrement, pas en ligne, mais en spirale. Certains jours, elle avait l'impression d'avoir passé toute une vie dans la petite maison. D'autres, que ce n'était que son premier matin. Sa journée commençait toujours avant le lever du soleil. Le ciel, alors, n'était qu'un souffle gris pâle, comme un papier de riz tendu sur le monde. Élise s'éveillait sans bruit, glissait hors de sa couche, faite de laine et de plumes, et se levait pieds nus sur le sol de bois. Il grinçait légèrement, une plainte douce qui accueillait chacun de ses pas. Elle préparait d'abord l'eau. Une source, à quelques pas en contrebas, jaillissait d'un rocher couvert de mousse. Élise descendait avec une petite cruche de cuivre, fendait la brume matinale, puis remontait, les cheveux pleins de rosée et le cœur tranquille. Elle ne se pressait jamais. L'eau devait être fraîche, presque glacée, sinon les feuilles de thé s'offusqueraient et la journée commencerait de travers. Dans la cuisine, elle nourrissait le feu. Ce n'était pas un feu banal, c'était un foyer ancien, une bouche de pierre sculptée à même le mur, avec des dragons enroulés autour d'un soleil. Elle plaçait soigneusement les bûches, soufflait dessus, et quand les flammes dansaient, elle leur murmurait quelques mots en patois de vent. Cela semblait les ravir. Le feu, chez Élise, répondait toujours. Ensuite, elle choisissait les feuilles. Sur une étagère courant tout le long du mur, plus de 60 boîtes étaient alignées. Certaines en étain, d'autres en bois précieux, quelques-unes en verre soufflé, contenant des feuilles aux reflets bleutés, dorés ou presque transparents. Chaque vent avait ses préférences. Le vent d'Est aimait les thés floraux. Celui du Nord préférait les infusions sombres, presque terreuses. Le vent d'Océan, lui, ne buvait que du thé blanc, très léger, avec une touche de sel de mer. Élise les connaissait tous. Elle ne notait rien, mais elle se souvenait. La journée, elle préparait le salon. Elle balayait les traces de la nuit précédente. Un peu de sable laissé par le sirocco, une plume d'oiseau arrachée au vent boréal, un parfum de lilas que la brise du printemps avait oublié en partant. Chaque objet, chaque odeur était un message. Rien n'était laissé au hasard. Elle mettait aussi de l'ordre dans ses tiroirs secrets. Il y avait là des parchemins roulés, des morceaux de cartes, des coquillages contenant des mots inaudibles à l'oreille nue. Parfois, elle en ouvrait un, écoutait et souriait. Un jour, elle trouva dans un tiroir un galet gravé d'un nom qu'elle avait rêvé. Un autre jour, un brin d'herbe venu d'un continent qu'elle n'avait jamais vu. Mais le plus sacré, c'était le moment du crépuscule. Quand le ciel virait au cuivre, que la montagne projetait une ombre longue sur la vallée endormie, Élise ouvrait grand les fenêtres et déposait la cloche de bronze sur le seuil. Puis, elle sonnait. Le son était pur, limpide, et il portait loin, très loin. On dit que dans les villes les plus lointaines, certaines personnes sensibles ressentent alors un frisson. Une vieille femme cesse de tricoter. Un enfant regarde soudain par la fenêtre. Un chien, quelque part, dresse les oreilles. Alors les vents arrivent. Ils ne viennent pas comme une bourrasque, ni comme une rafale. Ils viennent un par un, comme des invités. Parfois, ils se bousculent un peu à l'entrée, mais Élise garde l'ordre. Chacun a sa place, et surtout, chacun a un temps pour parler. Le vent d'Afrique du Nord arrive toujours le premier. Il est vif, chaleureux, sans le cuir et le cumin. Il aime raconter les souks, les chants berbères au crépuscule, les hennées qu'il a vus sécher sur des mains fines. Il est joyeux, mais parfois on sent dans sa voix une fatigue, une lassitude de traverser les déserts sans jamais s'arrêter. Vient ensuite le vent des steppes. Il parle peu. Il préfère observer. Il s'installe dans le coin, boit son thé brûlant sans un mot. Mais Élise sait lire ses silences. Quand il s'attarde, c'est qu'il a vu quelque chose d'important. Un troupeau de chevaux sauvages.
une tombe oubliée, une étoile tombée. Parfois, les vents sont nombreux. Les voix se chevauchent. Alors, Élise pose une main sur la table, et tout se tait. Elle choisit un vent. Toi, et il parle. Certains soirs, un vent inconnu franchit le seuil, un souffle qui sent le sel et la rouille, ou le sucre et la pluie. Élise ne pose jamais de questions. Elle tend une tasse, elle attend, et le vent, lentement, raconte. Mais le plus mystérieux, c'est le vent du sommet. Celui-là ne vient pas d'ailleurs. Il vit ici. Il souffle autour de la maison, jour et nuit. Il connaît Élise depuis toujours. Il est son gardien, son compagnon, son écho. Il ne parle pas, mais parfois, quand Élise pleure, car cela lui arrive, même si elle ne le montre pas, il la serre doucement. Il soulève une mèche de cheveux. Il sèche une larme. C'est dans cette routine que vivait Élise. Un quotidien de rituels, de bruits feutrés, d'arômes flottants. Un quotidien de hauteur et de murmures. Et pourtant, elle ne s'ennuyait jamais, car chaque vent apportait un fragment du monde, une rumeur, une chanson, un chuchotement. Grâce à eux, Élise connaissait les îles où les hommes vivent suspendus entre ciel et mer. Elle avait entendu parler d'une ville qui ne dort jamais, où les rêves s'achètent au marché noir. Elle avait pleuré en écoutant le chant d'un vent d'Amazonie, qui avait vu une forêt pleurer de douleur. Elle était seule, mais jamais isolée. Ce soir-là, tout semblait pareil. Et pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Une tension légère, comme une corde trop tendue. Élise le sentit en préparant les tasses. Elle en posa une de plus, sans savoir pourquoi. Peut-être, ce soir-là, un vent allait arriver, qui ne cherchait pas seulement à raconter, mais à être entendu. Ce soir-là, le ciel avait cette teinte presque irréelle qu'on ne trouve qu'à très haute altitude, où le bleu devient violet par endroits, comme s'il hésitait à céder la place à la nuit. Élise, pourtant, n'avait pas levé les yeux. Elle était concentrée. Quelque chose l'avait troublée depuis le matin. Une odeur, presque imperceptible. Pas désagréable, mais étrange, comme du métal chauffé par le soleil, mêlé à une note de résine noire. Elle l'avait senti au seuil de la maison, et même dans l'eau de la source. Elle avait préparé le thé comme à son habitude, allumé la bougie centrale, ouvert les fenêtres, mais ce soir-là, quand elle frappa la cloche de bronze, le son semblait moins pur. Il vibrait autrement, comme s'il hésitait. Un écho lourd, profond, s'était répercuté sur les versants de la montagne. Et dans le lointain, un gémissement? Non, un appel. Les premiers vents arrivèrent, comme toujours. Le sirocco entra en chantonnant, déposant sur le plancher un grain de sable doré. Le vent de la toundra le suivit, silencieux comme une ombre. Mais quelque chose était différent. Ils étaient agités, pas par colère, par inquiétude. « Il va venir », murmura le vent du plateau tibétain en s'asseyant dans son coin habituel. « Il est en retard, c'est mauvais signe. »« Qui donc ?» demanda Élise à mi-voix, versant une infusion de fenouil et de zeste de citron. Mais le vent ne répondit pas. Puis, un sifflement sec fendit l'air. Une bourrasque soudaine secoua la charpente de la maisonnette. La flamme de la bougie vacilla, mais ne s'éteignit pas. Un courant d'air glacial, chargé de grains invisibles, se rua dans la pièce, renversant une tasse, faisant voler quelques papiers. Élise resta immobile. Elle reconnut ce souffle. Le vent du sud. Mais ce n'était pas lui. Pas tout à fait. Il boitait. Pas au sens physique, bien sûr. Les vents n'ont ni jambes, ni pieds. Mais ce vent-là avançait en heurtant les objets, en haletant. Il sifflait d'une manière dissonante, comme un instrument fêlé. Il sentait la cendre, la sueur et une peur ancienne. Élise plissa les yeux. Elle ne l'avait jamais senti ainsi. Par les dunes, par les flammes, par la gorge serrée de la terre, je suis venu. Il s'effondra, ou plutôt, il se tassa dans un coin de la pièce, soulevant à peine les rideaux.
Une plainte basse se fit entendre, un son presque animal. Les autres vents se turent. Élise posa doucement la tasse spéciale, celle qu'elle ne sortait que pour les vents blessés. Elle la remplit d'un thé sombre, presque noir, infusé avec du bois de réglisse, du myrrhe et une goutte de vinaigre de datte. Le vent hésita, puis aspira doucement la vapeur. On a creusé, là où l'on ne devait pas. Élise s'agenouilla, écoutant. Ils ont ouvert un sol ancien, une cicatrice. Ils pensaient trouver du feu, ils ont trouvé des voix, des ombres, quelque chose, m'a vue. Les autres vents frémirent. Où cela s'est-il produit? Demanda-t-elle doucement. Une terre sans nom, entre deux mers, un désert que les cartes n'osent plus dessiner. Le vent tremblait. Depuis ce jour, je ne chante plus. Je fuis. Et partout où je passe, les feuilles se taisent. Les oiseaux s'éparpillent, les chiens hurlent. On dit que je porte malheur. Élise posa sa main sur le sol. Tu ne portes rien que ce que l'on t'a imposé. Un long soupir, comme un merci, monta dans la pièce. Puis le vent s'endormit. Un silence dense suivit, que personne ne brisa. Après leur départ, Élise resta seule dans le salon. La nuit s'était abattue sur la montagne. Dehors, le silence n'était plus paisible. Il était suspendu, comme avant un orage. Elle rangea les tasses lentement. Le vent du sud avait parlé d'une blessure, d'un mal ancien. Cela expliquait ce parfum étrange qu'elle avait senti au matin. Elle sortit une carte ancienne, une de celles dessinées non pas pour les yeux, mais pour les souffles. Elle la déroula sur la table. Au centre, un tracé en spirale, des points sans nom et une zone floue marquée d'un seul mot, oubli. C'est là que le vent avait été blessé, elle en était sûre. Elle ferma les yeux, inspira et écouta, mais rien ne venait. Élise comprit alors qu'elle devait faire plus qu'écouter, elle devait agir. Le lendemain, la lumière mit du temps à grimper la montagne. L'aurore semblait paresseuse, comme hésitante à réveiller ce qui s'était passé la veille. Élise, pourtant, était déjà debout, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Elle n'avait pas rêvé. Ce n'était pas une vision poétique. Le vent du sud était revenu blessé, brisé, et ce n'était pas une simple anomalie atmosphérique. C'était une alerte. Elle avait passé une partie de la nuit à compulser les cartes. Pas les cartes ordinaires, celles que les voyageurs utilisent. Non, celles des vents. Tracées à l'encre de cendre sur du parchemin vivant, elles pulsaient doucement sous les doigts comme si elles respiraient. Elle avait trouvé, non sans frissonner, plusieurs zones marquées d'un symbole qu'elle avait rarement vu. Une spirale inversée, noire entourée de petits points rouges. Elle en compta 7, toutes reliées par une ligne brisée. Ces marques étaient récentes. Elle comprit que d'autres vents avaient dû fuir. Ce jour-là, Élise sortit exceptionnellement. Elle quitta la maison pour grimper plus haut sur le flanc rocheux, là où les pierres coupent comme des lames, là où les vents les plus anciens viennent dormir. Elle grimpa, les mains calleuses, les ongles tachés d'infusion et de terre, jusqu'à un promontoire plat où une pierre dressée faisait office de borne sacrée. Elle y posa une offrande, un sachet de thé noir lié avec un fil de laine bleue. Puis elle murmura « Qui parmi vous a vu ce que je ne peux voir ?» Le silence fut d'abord total. Puis, un souffle venu du nord caressa sa joue. Pas un vent timide, un souffle ancien, un souffle que l'on entend dans les forêts enneigées quand tout dort. Il ne porta pas de parfum, pas de chaleur, mais une voix, grave, grave comme la glace sous la mer. Ce n'est pas une blessure, c'est une naissance. Élise ouvrit les yeux. Le souffle du nord s'était matérialisé, une ombre translucide enroulée autour du rocher, oscillant comme un drap suspendu. Tu veux comprendre? Mais tu n'es pas prête.
Alors aide-moi à l'être, répondit-elle sans détour. L'écoute ne suffit plus, femme de thé. Tu dois parler. Élise déglutit. Parler au vent? Elle les avait écoutés toute sa vie. Mais parler? Quelle voix utiliser? Quels mots? Les vents sont plus anciens que le langage. Elle ferma les yeux et laissa son cœur répondre. J'ai entendu votre peur. J'ai vu le thé frémir sans raison, les feuilles s'assombrir. Ce n'est pas naturel. Le vent du nord émit un sifflement désapprobateur. Ce n'est pas le monde qui est en déséquilibre. Ce sont les hommes qui ont oublié le pacte. Quel pacte? S'enquit-elle aussitôt. Mais la réponse fut un retrait. Le vent du nord se replia, se contracta, puis se dissipa. Élise resta seule sur la pierre. En redescendant, elle trouva, déposée devant la porte de sa maison, une plume. Noire, dense, froide. Elle n'appartenait à aucun oiseau qu'elle connaissait. Elle la prit avec précaution, la déposa dans un bol de sel et récita un ancien poème que sa mère lui avait appris. Quand la plume tombe sans oiseau, cherche l'histoire dans le chaos. Quand le vent se tait en tremblant, pose la tasse, attend l'instant. Ce soir-là, elle ne sonna pas la cloche. Elle attendit. Le salon était silencieux. Le feu crépitait doucement. Les tasses étaient prêtes, mais personne ne venait, jusqu'à ce que, très lentement, un courant s'infiltre sous la porte. Pas une bourrasque, pas une brise, une présence. Élise reconnut immédiatement ce souffle, sec, net, odorant comme l'ardoise mouillée et la neige fraîche. Le vent du nord, mais il ne prit pas place. Il resta debout, ou plutôt, suspendu, flottant. Il ne voulait pas s'asseoir, il ne voulait pas de thé, il voulait parler, ou plutôt, juger. Tu prétends nous écouter? Tu entends les chants, les douleurs, les souvenirs. Mais que fais-tu de tout cela? Tu les ranges dans des tiroirs, tu infuses nos secrets comme des herbes? Élise ne répondit pas tout de suite. Elle savait que les vents, comme les cœurs humains, avaient besoin de respect, de courage aussi. Je ne suis pas une oracle. Je suis une passeuse. Je garde ce que vous me confiez, pour qu'un jour quelqu'un sache. Le vent du nord frissonna, ce qui fit trembler la lampe à huile. Savoir ne suffit plus. Il déchire la peau du monde, il perce les poches d'air, les couches de silence, les vieux tombeaux. Qui? Il? Les bâtisseurs d'oubli, les architectes du silence, les hommes sans écoute. Il y eut un long silence, puis il souffla plus doucement. Ils ont réactivé un vent noir, un souffle que même nous ne comprenons pas. Élise sentit ses mains trembler. Est-ce lui qui a blessé le vent du sud? Non, ce vent-là ne blesse pas, il transforme, il aspire, il rend muet. Elle comprit alors. Ce n'était pas un accident, c'était un changement, un bouleversement. Et cela n'arrivait pas seulement loin. Cela venait. Ce matin-là, le vent avait cessé de chanter. C'était une première. Depuis qu'Élise vivait sur cette montagne, jamais elle n'avait entendu un silence aussi lourd. Pas un souffle à travers les volets, pas un frisson dans les herbes hautes. Même la source semblait couler avec précaution, comme si elle ne voulait pas troubler un silence sacré. Dans la maison, Élise s'activait en gestes lents, presque rituels. Elle infusait un thé vert, très clair, presque transparent, avec quelques pétales de jasmin. Pas pour elle, pour le silence. Il fallait l'accueillir avec respect, car elle le savait maintenant, ce n'était pas un simple silence, c'était un seuil. Le vent du nord lui avait dit la vérité. Ce n'était pas une simple perturbation. Quelque chose venait, quelque chose qui aspirait les voix, qui transformait le vent lui-même en ombre. Et pourtant, la réponse ne viendrait pas par la peur. Assise près du feu, Élise ouvrit une boîte ancienne, qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. C'était une boîte ronde, faite de bois noirci, avec une serrure oxydée.
Elle n'avait pas de clé, juste un mécanisme caché que sa grand-mère lui avait enseigné. Une combinaison de pression, comme un code respiratoire. 2 tapotements, une pause, un appui long. Un clic. À l'intérieur, reposait un fragment de parchemin. Très ancien, presque effacé, mais encore lisible pour qui savait regarder. Lorsque les vents deviennent muets, cherche la fleur de lune. Élise sentit son cœur ralentir. Elle connaissait ce nom. Ou plutôt, elle l'avait rêvé. Plusieurs fois. Une fleur pâle, presque translucide, qui ne s'ouvrait que sous la lumière d'une pleine lune d'hiver. Une plante mythique. Une légende de botaniste. On la disait éteinte ou vivante seulement là où le monde ne regarde plus. Le parchemin continuait, en ligne à peine visible. Elle pousse là où le vent du nord rencontre les larmes de la pierre, là où la nuit parle plus fort que le jour. C'était un indice, un lieu, un seuil, et elle comprit. Le chemin s'ouvrait. Élise prépara son sac avec méthode. Pas de hâte. Elle savait que toute précipitation serait punie. Le vent n'aime pas la maladresse. Elle emporta peu. Une carte rituelle, un petit pot de sel, 3 sachets d'infusion aux propriétés médicinales, une lampe à huile protégée d'un globe de corne et le bâton de cèdre qui appartenait à sa mère. Avant de partir, elle fit une chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle verrouilla la porte, non pas par peur du vol, qui volerait une maison de vent, mais par respect. C'était comme dire à la maison, « Je reviendrai. Garde mes tasses, mes feuilles, mes histoires. Je vais chercher ce que tu ne peux atteindre. » Elle sortit. Et au lieu de prendre le sentier familier qui descendait vers les sources, elle grimpa vers l'arête nord, là où l'air se fait plus rare, plus mordant, là où les pierres, battues par les siècles, prennent la forme de visages. Ce n'était pas un chemin visible, mais c'était un chemin ancien. Elle marcha. Le vent, toujours absent, la laissait entendre ses propres pas, le frottement de ses bottes contre la pierre, le tintement discret du sel dans la bourse à sa ceinture. Tout semblait plus intense. Chaque son, chaque odeur, comme si le monde retenait son souffle. Après 1 heure de marche, elle atteignit une corniche étroite, bordée de pierres dressées. C'était là. Elle s'agenouilla, plaça le pot de sel au centre et murmura « Je cherche le lieu où la pierre pleure. » Un frisson courut dans l'air. Et alors, une chose étrange se produisit. Les pierres semblèrent se déplacer. Pas physiquement, mais leur présence se modifia, comme si elles s'étaient réveillées. Puis, sans prévenir, une bourrasque froide surgit, brutale, tranchante. Pas un vent naturel, un avertissement, mais Élise tint bon. Elle resta à genoux, offrit le silence de son souffle. Et le vent, après un temps, recula. Alors une voix douce, non, pas une voix, une sensation, se forma dans sa tête. « Si tu veux entrer, donne ton nom. » Elle hésita. Ce n'était pas rien. Donner son nom dans un lieu sacré, c'est plus qu'une présentation. C'est un engagement. Mais elle le dit. Élise, fille de Clémence, sœur des vents. Les pierres scintillèrent de brièvement. Puis le chemin apparut. Non pas un sentier battu, mais une ligne étroite, presque invisible, qui serpentait entre les roches, descendant dans une gorge profonde. Là où la pierre pleure. Élise prit une longue inspiration, et elle s'engagea. Le chemin vers la gorge était si étroit que parfois Élise devait se pencher, marcher de côté, s'accrocher aux racines saillantes pour ne pas glisser dans le vide. À mesure qu'elle descendait, l'air changeait. Il se faisait plus épais, chargé d'un goût métallique, comme si la montagne exhalait une mémoire ancienne. Le silence, d'abord protecteur, devenait maintenant oppressant, et soudain, le doute. Il s'insinua sans prévenir. Une pensée parasite,
glisser comme une brindille dans l'engrenage de sa volonté. Et si tout cela n'était qu'un rêve, une illusion née de l'isolement, depuis combien de temps n'avait-elle pas vu un visage humain? Depuis combien de temps parlait-elle au vent sans entendre une vraie voix? Elle s'arrêta. Le chemin semblait se refermer derrière elle. Les pierres, autrefois accueillantes, paraissaient maintenant prêtes à la broyer. Était-ce un piège? Une folie? Elle s'assit, dos contre une pierre humide. L'angoisse monta en elle, sourde, irrationnelle. Le doute n'était pas une simple émotion, c'était une présence. Elle en sentait le souffle sur sa nuque. Il n'avait pas de forme, mais il s'accrochait à ses pensées, les distordait. Tu n'es qu'une fille perdue, une cueilleuse de feuilles. Tu crois que les vents t'écoutent? Qu'ils t'ont choisi? Elle ferma les yeux, tenta de réciter un poème, mais les mots se dérobaient. C'est alors qu'elle la vit. Sa mère, Clémence, debout au bord du sentier, baignée d'une lumière bleutée. Elle portait la même cape en laine qu'Élise, le même regard profond, mais ses traits étaient flous, comme peints à l'aquarelle sur un parchemin humide. « Maman ?» La silhouette ne répondit pas. Mais elle leva la main et pointa vers la gorge. Puis elle se dissipa. Élise resta figée. Les larmes montèrent à ses yeux, mais ne coulèrent pas. Était-ce une hallucination, une mémoire ou un avertissement? Elle se leva lentement. Le doute restait tapi en elle, mais quelque chose d'autre était né. Un fil ténu de confiance. Une intuition. Comme un souvenir planté au creux du ventre, elle poursuivit. Le sentier s'enfonçait maintenant dans un repli de la montagne, entre deux parois si proches qu'on aurait cru marcher dans une fissure de la terre. Au sol, une mousse étrange poussait d'un vert très pâle, presque argenté. Elle émettait une faible lumière. Et l'air chantait, pas avec des mots, avec des sensations, des images. Élise sentit sa perception se dilater. Des visages inconnus surgirent devant ses yeux. Une enfant en robe de lin, courant après des papillons de lumière. Un vieil homme barbu, tenant une rose noire et pleurant sur un cairn de pierre. Une femme aux cheveux gris, dansant seule sur un promontoire sous la lune. Puis, elle-même, mais plus jeune, plus fragile, assise au bord d'un lac, les jambes dans l'eau, tenant un bol de thé. Et, face à elle, une autre version d'elle-même, plus âgée, plus fatiguée, les yeux pleins de cicatrices invisibles. La jeune Élise tendait le bol à l'autre, et l'autre refusait. Une voix résonna alors, grave, enveloppante. « Ce que tu portes n'est pas un fardeau, c'est une clé. » Élise tomba à genoux. Elle ne pleurait pas. Elle respirait profondément, comme si le monde tout entier entrait en elle. Le doute recula. Pas totalement, mais assez pour qu'elle se relève. Elle comprit que ces visions n'étaient pas des pièges. Elles étaient des fragments d'elle-même, libérés par la proximité du lieu. La gorge n'était pas seulement un lieu physique, c'était un miroir, une arche, un passage. Et au bout de ce passage, une lumière, douce, opale. Elle déboucha dans une clairière minuscule, encastrée entre des falaises. Et là, baignée dans le halo d'un faisceau lunaire, elle la vit, la fleur de lune, solitaire, immobile. Ses pétales étaient translucides, comme faits de verre givré. Son cœur pulsait doucement, émettant un son si discret qu'on aurait dit un soupir. Elle poussait au creux d'une anfractuosité, entourée de gouttes d'eau, figées comme des larmes de cristal. Élise s'agenouilla, sans toucher la plante. Elle la regarda longtemps, puis elle murmura « Merci ». Elle ne l'accueillit pas. Elle sortit un flacon, recueillit une goutte de rosée tombée d'un pétale. Et alors, pour la première fois depuis des jours, un vent souffla, léger, chaud, reconnaissant. Lorsqu'Élise se releva avec le flacon de rosée en main, la montagne semblait respirer à nouveau. Le vent, discret,
mais indéniable, courait entre les pierres, caressait ses joues, soulevait doucement les mèches folles de ses cheveux. Il ne parlait pas encore, mais il était là, et cela suffisait. Après les jours de silence, ce simple souffle était une bénédiction, une promesse. Elle remonta lentement le chemin. À mesure qu'elle avançait, la gorge n'était plus ce lieu oppressant d'échos et de visions. Elle devenait passage. Elle n'avait rien conquis, rien vaincu. Mais quelque chose avait changé en elle. Le doute était encore là, mais il avait perdu son poids. Il ne gouvernait plus. Quand elle parvint au col, la lumière du matin baignait la montagne d'un or pâle. Les pierres n'étaient plus menaçantes, elles brillaient doucement, comme si elles saluaient son passage. Elle leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Et c'est alors qu'il arriva. Un souffle, venu de l'ouest. D'abord une bourrasque joyeuse, un rire dans les feuilles, puis une voix, douce et grave. Tu l'as trouvé. Élise tourna la tête. Personne. Et pourtant, elle sentait sa présence. Le vent d'ouest. Ce n'était pas la première fois qu'il venait, mais il venait rarement, et jamais aussi clairement. Tu l'as trouvé, et tu ne l'as pas cueilli. Tu as compris. Elle hocha doucement la tête. Elle ne m'appartient pas. Elle n'appartient à personne. Un sifflement approbateur. Puis le vent forma des spirales autour d'elle, légères, presque dansantes. Beaucoup auraient arraché la fleur. Beaucoup auraient y pris sans demander. Mais toi, tu as écouté. Elle sourit encore. Je suis venu pour aider, pas pour dominer. Le vent devint plus sérieux. Alors écoute-moi, Élise, fille du sommet. Le mal qui approche n'est pas qu'une blessure, c'est une fracture, une faille qui s'ouvre entre les souffles. Un oubli dévorant. Je sais, murmura-t-elle. Le vent du nord m'a parlé. Le vent du sud est blessé. Et toi, tu peux guérir, pas seul, mais tu peux initier. Élise sentit un frisson. Ce n'était pas la peur, c'était l'appel, celui qui change une vie. Que dois-je faire? Le vent d'ouest se fit plus proche. Il y a un lieu, une vallée cachée au-delà des crêtes. On l'appelle la vallée des échos. Les vents y vont rarement. Elle est saturée, d'anciens cris, d'anciens pactes. C'est là qu'un souffle sombre a pris forme. Elle fronça les sourcils. Le vent noir? Non, mais son reflet. Là-bas se trouve une stèle oubliée, une source ancienne, et une voix, celle qui peut réveiller la mémoire des vents. Élise sentit son cœur battre plus fort. Comment y accéder? Le vent d'ouest hésita. Tu ne peux y aller seul. Tu as besoin de lui. De qui? Un silence. Puis un nom, comme une caresse. Sylvain. Elle pâlit. Sylvain. Un nom qui appartenait au passé, à une époque où elle n'était qu'Élise, l'apprentie herboriste, celle qui n'écoutait encore que les voix humaines. Il était son compagnon de route, son double, celui qui avait cru en elle avant qu'elle ne comprenne sa propre valeur, et qu'elle avait laissé partir, par orgueil, par peur. Il est loin. Non, il est en route. Il sent le changement. Il cherche. Et s'il arrive, tu devras lui ouvrir. Élise ferma les yeux. Une ancienne douleur remonta, mais au fond de cette douleur, une lumière, espoir. Elle hocha la tête. Alors j'attendrai. Le vent d'ouest la caressa une dernière fois, puis s'éloigna. Ce jour-là, Élise redescendit vers la tise-tube. Elle fit chauffer de l'eau, prépara une infusion rare à base de résine douce et de fleurs séchées. Elle nettoya les tasses avec soin, polissait chaque anse, chaque bord, comme on prépare un autel. Puis elle sortit sur le seuil, et, pour la première fois depuis 3 jours, elle sonna la cloche. 3 fois, longuement. Les vents arrivèrent, pas tous, mais ceux qui étaient prêts. Ils entrèrent en silence.
Élise servit le thé, et lorsque le vent du sud apparut à la porte, fragile, tremblant, elle ouvrit le flacon. La rosée de la fleur de lune emplit la pièce d'un parfum indéfinissable. Le vent du sud soupira et chanta, faiblement. Mais il chanta. La voix du vent du sud s'élevait lentement comme un filet de lumière dans l'obscurité. Elle n'avait rien d'un chant triomphant. C'était un murmure fragile, à peine perceptible, mais porteur d'un espoir que tous les vents présents comprirent immédiatement. Un silence respectueux s'installa dans la tise-tube, chaque souffle suspendu à ce miracle minuscule. La mémoire revenait. Élise ne dit rien. Elle observait, et en elle quelque chose changeait. La peur reculait, le doute se taisait. Pour la première fois depuis le début de cette étrange fracture dans le tissu du monde, elle sentait qu'il existait une réponse, et qu'elle pouvait en faire partie. Mais ce sentiment fut de courte durée. Ce fut d'abord une odeur, aigre, lourde, comme du plastique fondu mélangé à du métal froid, une essence étrangère au monde naturel. Les vents se figèrent, certains s'évaporèrent immédiatement. Le vent des collines s'enroula en spirale autour du lustre, cherchant refuge. Le vent des marais se coula sous la porte comme une bête effrayée. Élise sentit l'air changer. Le feu dans l'âtre vacilla, puis s'éteignit. La bougie centrale trembla, et la cloche sur le seuil tinta, seule, dong, une note sourde, inorganique, comme frappée par un outil. Puis, il entra, le vent noir. Il ne ressemblait à aucun autre. Il ne portait pas de souvenirs, il ne chantait pas, il ne dansait pas. Il ne sentait ni la mer, ni la terre, ni les fleurs lointaines. Il était vide, un vide actif, un souffle qui ne faisait pas que passer. Il avalait tout, la chaleur, la mémoire, même le son. Les murs du salon grincèrent sous sa pression. Les tasses tremblèrent. Une fissure apparut dans le carrelage ancien. Élise se dressa. Elle ne tenta pas de l'arrêter. Ce serait inutile. Ce vent-là n'écoutait pas. Il ne comprenait pas le langage des feuilles ni celui des flammes. Mais il regardait. Ou plutôt, il savait. Un grondement sourd emplit la pièce. Puis une voix. Non pas parler. Penser. Tu ne peux rien contre moi. Élise ferma les yeux, se concentra. Elle n'était pas une combattante, mais elle était une passeuse. Alors elle ouvrit ses paumes. Je ne te combattrai pas, mais je ne te laisserai pas tout prendre. Le vent noir hésita. Puis un choc, lourd, invisible. Élise fut projetée en arrière. Elle heurta une étagère, renversant une boîte de thé ancien. Une pluie de feuilles dorées s'éparpilla autour d'elle. Elle se releva. Les vents restants hurlaient en silence. Mais alors, un son s'éleva, lent, grave, comme un gong lointain, une voix d'homme. « Élise !» Elle tourna la tête. Le seuil. Un homme se tenait là, grand, manteau de voyage, écharpe pâle, yeux clairs comme l'hiver. Sylvain. Elle n'eut pas le temps de parler. Le vent noir se tourna vers lui, ou du moins, vers sa présence. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sylvain leva la main. Dans sa paume, un objet minuscule, une clé, faite de cuivre ancien, gravée de symboles. Élise la reconnut immédiatement, la clé du pacte. « Il est temps, dit-il, de rappeler la promesse. » Le vent noir se cabra. Le sol vibra. Mais la clé brillait, et la lumière repoussa. Un instant, juste un instant. Mais ce fut suffisant. Le vent noir recula, pas battu, mais contenu, et il disparut, pas envolé, replié, en attente. Le silence revint. Un silence choqué, mais vivant. Sylvain s'approcha, il posa la clé dans la main d'Élise. « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais je savais que tu m'attendais. » Elle ne répondit pas. Elle serra la clé contre elle, et elle pleura.
pas de peur, de reconnaissance. Après la disparition du vent noir, un silence presque respectueux régna dans la testube. Les vents restants, fatigués, éparpillés, changés, s'étaient retirés dans les recoins de la maison, laissant Élise et Sylvain seuls au centre du cercle sacré. La clé, tiède dans la paume d'Élise, pulsait doucement comme si elle respirait. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Ce n'était pas le moment. Élise se dirigea vers l'âtre et ralluma le feu. Elle le fit lentement comme on allume une veilleuse dans une chambre d'enfant après un cauchemar. Le bois crépita, les flammes montèrent, et lentement la chaleur revint. Sylvain l'observait, silencieux. Elle se retourna vers lui. « Tu es venu. » Il hocha la tête. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais. Élise sourit tristement. Tu savais toujours avant moi. Un silence. Puis elle tendit la clé. Je crois que c'est le moment. Il la prit, sans hésiter. Et ensemble, ils préparèrent le départ. Ils quittèrent la test-tube au lever du jour. Le ciel était pâle, lavé de toutes couleurs, comme si la nuit avait tout aspiré et qu'il fallait recommencer. Le vent ne soufflait pas, mais il était là, présent, suspendu, comme une respiration contenue. Le chemin qu'ils devaient suivre ne figurait sur aucune carte, mais ils le connaissaient. C'était un chemin de mémoire, de blessures, de réconciliation. Ils traversèrent des forêts de pins torsadés où les branches semblaient former des signes. Sylvain marchait devant, parfois en silence, parfois murmurant des phrases qu'Élise ne comprenait pas. Elle observait les ombres, les feuilles, les traces que le vent laissait derrière eux. Parfois, elle croyait entendre un chant, une voix ancienne, un appel. La vallée des échos n'était pas un lieu physique, c'était un seuil, et plus ils approchaient, plus le monde se faisait flou. Le jour devenait indistinct du crépuscule. Les pierres vibraient sous leurs pas. Les arbres semblaient les regarder passer. Ils atteignirent un pont suspendu au-dessus d'un ravin. Un pont de cordes et de planches battu par les siècles. Élise hésita. « Tu crois qu'il tient ?» Sylvain sourit. « Il tient depuis plus longtemps que nous. » Ils traversèrent. Une planche céda sous le pied d'Élise. Elle vacilla. Sylvain la rattrapa. Le contact fut bref, mais puissant. Elle se souvint soudain du goût de ses lèvres, d'un matin de printemps, d'un thé partagé, d'une promesse rompue. Ils ne dirent rien, mais le souvenir resta. Le chemin continua. Plus raide, plus rocailleux. Le vent recommençait à souffler, mais pas un vent familier. Il portait des fragments de voix, des rires étouffés, des cris d'enfants, des pleurs, comme si le monde chuchotait ses restes. La vallée n'était plus loin. Il le sentait, et c'est là que le chemin devint difficile. Élise trébucha sur une pierre, se releva, avança. Sylvain la soutint, parfois silencieusement, parfois par une parole. Le froid s'intensifiait, mais ce n'était pas un froid physique. C'était un froid d'oubli, d'effacement, comme si les choses perdaient leur nom, leur poids. Ils atteignirent un plateau, balayé par un vent circulaire. Au centre, une dalle de pierre, gravée de mots effacés. La stèle, celle du pacte ancien. Ils s'en approchèrent, et le vent se leva, fort, vif, portant des fragments d'eux-mêmes. « Tu as fui. » La voix s'adressait à Sylvain. Il serra les poings. « Oui. » « Tu l'as laissé. » Il hocha la tête. « Je n'étais pas prêt. » Le vent se tourna vers Élise. « Et toi? Tu as fermé ton cœur. » Elle ne nia pas. Parce qu'il était vide. Le vent souffla plus fort. Des spirales sombres s'enroulèrent autour d'eux. Mais ils restèrent debout, ensemble. Et alors, quelque chose se produisit. La clé, dans la main de Sylvain, se mit à briller, faiblement, puis de plus en plus fort, comme un éclat revenu du fond du monde. Il la tendit à Élise.
Elle l'inséra dans la dalle. Un déclic, puis un souffle, mais pas un souffle destructeur, un souffle de libération. Ils tombèrent à genoux. Autour d'eux, le vent chantait, des voix anciennes, des langues oubliées, des souvenirs libérés. La vallée s'ouvrait, pas seulement comme lieu, comme passage. Le long chemin avait mené ici, et tout commençait à peine. Ils étaient agenouillés devant la stèle, au cœur de la vallée des échos, et le vent chantait à travers eux. Mais ce n'était pas une mélodie douce ou apaisante. C'était un chant brut, puissant, fait de souvenirs non digérés, de douleurs anciennes, de vérités qu'on avait enterrées trop profondément. Le vent tournoyait autour d'eux comme un feu invisible. Il portait des mots qu'Élise ne connaissait pas, mais qu'elle comprenait pourtant. Des voix d'enfants disparus, de mères en deuil, de voyageurs perdus. « Tu entends » murmurait-il. Elle ferma les yeux. Oui, elle entendait. Elle entendait l'humanité entière dans le souffle. Et c'est là qu'elle comprit. Le vent noir n'était pas une erreur, il était une conséquence. Un écho des silences que les hommes avaient laissés s'accumuler. Des blessures non dites, des cris refoulés. Elle sentit son cœur se serrer. Une peur s'insinua en elle, plus aiguë que toutes celles connues jusque-là. Et si je n'étais pas assez forte? Sylvain, à ses côtés, respirait lentement, mais son visage était tendu. « Tu sens ça » demanda-t-il, la voix rauque. Élise hocha la tête. « Ouais, ce n'est pas une vallée, c'est une plaie. » Le vent, comme s'il les avait entendus, s'intensifia. La stèle vibra sous leurs doigts, et soudain, Élise vit. Pas avec ses yeux, avec sa mémoire, avec ses os. Elle vit une femme, une ancienne gardienne. Autrefois, il y en avait d'autres. Des hommes et des femmes qui écoutèrent les vents, transmettaient leurs récits, consolèrent les souffles fatigués. Elle vit cette femme debout sur une montagne, une lanterne à la main, entourée de voix. Elle chantait pour le monde. Puis elle vit le moment de rupture, l'oubli. Les gardiens avaient été oubliés. Les voix se perdirent, et le vent noir naquit. Un cri fossilisé, un murmure trop longtemps étouffé. Élise ouvrit les yeux. Elle haletait. Le vent s'était calmé, mais il était là, tout autour. Sylvain la regardait. « Qu'as-tu vu » Elle prit sa main. Et pour la première fois, elle parla avec clarté, sans détour. « Ce n'est pas une menace. C'est un appel au souvenir. » Il serra sa main plus fort. « Alors que devons-nous faire » Elle regarda la stèle, et elle comprit. Il fallait entrer, pas physiquement, mais intérieurement, se plonger dans la mémoire du vent, lui offrir quelque chose. Pas une offrande matérielle, un fragment de soi. Elle ferma les yeux, et elle ouvrit. Tout. Elle offrit son enfance, les matins brumeux au bord de la rivière, les voix de ses parents, les premières tasses de thé. Elle offrit sa douleur, les adieux, les silences, la solitude des nuits à écouter des vents muets. Elle offrit sa peur, celle de ne pas être assez, celle d'être oubliée, celle d'aimer encore. Elle offrit tout cela à la vallée, et la vallée l'accepta. Un souffle chaud s'éleva. Une lumière pâle jaillit de la stèle. Elle ouvrit les yeux. La vallée pleurait, mais pas de douleur, de soulagement. Les échos se calmaient, une paix fragile descendait, mais quelque chose manquait. Elle regarda Sylvain, et elle sut, elle ne pouvait pas le garder. Il était venu pour l'aider à ouvrir, pas pour rester. Elle prit ses mains. « Tu dois repartir. » Il baissa les yeux. « Je sais. » Ils s'embrassèrent. Ce fut doux, silencieux, comme une promesse non dite mais ressentie. Puis il se leva. Il fit quelques pas et se tourna. « Tu es la voix maintenant. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Et toi, le souvenir. » Il disparut dans la brume, et Élise, seule, se tint droite. Elle avait fait son choix. Elle n'était plus seulement une gardienne, elle était un pont, entre les souffles,
Entre le passé et ce qui vient, Élise resta seule dans la vallée. Le vent, désormais apaisé, tournoyait doucement autour d'elle comme une rivière qui aurait retrouvé son lit. Les échos ne criaient plus. Ils chantaient, non pas une mélodie harmonieuse, mais un chant de renaissance, brut, polyphonique, réel. Une tissure de voix, anciennes et nouvelles, humaines et inhumaines, liées par un souffle commun. Et elle était au centre, pas comme une reine, comme une clé, une passerelle. Mais la paix n'était pas venue pour rester, pas encore, car dans le cœur de la montagne, un mouvement se préparait, un battement sourd, une tension. Le vent noir n'avait pas disparu, il s'était retiré, pour observer, pour jauger, et maintenant il revenait. Élise le sentit d'abord dans ses os, une vibration, un déséquilibre, puis le sol se mit à trembler, lentement, comme un souffle retenu trop longtemps. Elle s'accrocha à la stèle. Les gravures s'étaient rallumées, brillantes comme des veines de feu pâle. Elle pulsait au rythme de son cœur. Et alors il surgit. Pas un vent, pas une brume, pas une tempête, une absence, un trou, une faille dans le monde. Le vent noir. Mais pas sous sa forme initiale. Il avait muté, absorbé. Il avait pris forme. Une silhouette, vague, instable, mais indéniablement humaine. Élise vacilla. Le vent noir avait appris. Il imitait maintenant. Il parlait sans voix. Il pensait sans racine. « Je suis ce que vous avez oublié. » La voix résonna dans son esprit, plus tranchante que le givre. « Je suis ce que vous avez laissé mourir. » Elle ferma les yeux, inspira, puis parla. « Tu n'es pas la fin. Tu es la conséquence. » La silhouette trembla. « Tu n'as pas de nom. Donne-m'en un. » Le défi était clair. Élise sentit ses mains trembler. Donner un nom, c'était accepter. Donner un nom, c'était reconnaître. Mais refuser, c'était prolonger l'oubli. Alors elle s'approcha. Un pas, puis un autre. La silhouette gronda. Le vent se leva. Les rochers vibrèrent. La vallée gémit. Mais elle continua. Elle leva la main, toucha ce rien, et dit « Tu es mémoire ». La silhouette hurla. Un cri de mille bouches. Mais elle ne recula pas. Elle serra sa paume, la plaqua contre la poitrine de cette ombre. « Tu es mémoire, et je t'écoute. » Le monde sembla se déchirer. Une lumière jaillit de partout. La stèle éclata. Le ciel se fendit. Le vent rugit comme une bête blessée. Mais Élise tenait bon. Elle hurlait elle aussi. Des mots sans fin. Des noms, des histoires, des cris. Elle parlait pour ceux qui ne parlaient plus, pour les voix enterrées, pour les silences. Et dans ce cri partagé, dans cette tempête où elle se dissolvait presque, quelque chose céda. Pas un mur, pas une forme, mais une volonté. Le vent noir recula, pas détruit, mais transformé. Il devint vent, il se dispersa, et la vallée s'ouvrit. Vraiment, les voix s'envolèrent, libres. Un arc-en-ciel pâle se dessina entre deux falaises. La lumière entra, et Élise tomba à genoux. Elle n'était plus la même. Elle avait traversé, pas seulement un lieu, elle avait traversé elle-même. Et au fond du silence revenu, une seule chose resta, une respiration, la sienne et celle du monde. Ensemble, le silence qui suivit la tempête n'était pas un vide. C'était une plénitude, un espace sacré dans lequel tout semblait respirer à l'unisson. Les pierres, les arbres lointains, l'air lui-même. Élise était allongée sur le sol de la vallée, les bras écartés, les cheveux en désordre sur les feuilles et les mousses. Son corps tremblait encore, mais son esprit était clair comme jamais. Elle ouvrit les yeux. Le ciel, au-dessus d'elle, n'était plus pâle ni menaçant. Il avait retrouvé ses nuances, un bleu profond avec des traînées de rose, comme si le monde avait été rincé de toute noirceur. La vallée des échos brillait d'une lumière nouvelle. Les falaises
semblait plus haute, plus noble, et le vent glissait doucement, caressant sa peau comme un ami retrouvé. Elle se redressa lentement. Tout en elle était douloureux. Mais une bonne douleur, celle de l'effort accompli, du passage franchi. Elle savait qu'elle avait changé, et que la vallée avait changé avec elle. Il n'y avait plus de stèle. À la place, une source, claire, cristalline, jaillissant d'une fissure dans la roche. Elle s'en approcha, s'agenouilla et but. L'eau avait un goût de feuilles anciennes et de sel, de vie. Elle repartit à pied. Le chemin du retour n'était pas le même que celui de l'aller, et pourtant, c'était la même montagne. Mais chaque pierre semblait différente, comme si elle portait un autre poids, une autre mémoire. Les oiseaux chantaient, des petits vents joueurs couraient autour d'elle, sifflotant des mélodies inventées. Même les racines n'accrochaient plus ses bottes. Elle marchait lentement, pas à cause de la fatigue, parce qu'elle ne voulait pas brusquer le moment. Elle traversa à nouveau le pont suspendu. Cette fois, aucune planche ne céda. Elle entendit même un rire discret flotter dans l'air, celui d'un souvenir heureux. Puis, elle retrouva les forêts, les pins torsadés, les mousses argentées. Et enfin, au détour d'un virage, la Tistube, toujours là, petite, fragile, belle comme au premier jour. Un mince filet de fumée s'élevait du toit. Quelqu'un avait allumé le feu. Elle s'approcha. La porte était entr'ouverte. Elle entra. Et là, elle s'arrêta. Toutes les tasses étaient en place, propres, alignées. Le thé avait été préparé, et dans le silence, une présence. Pas Sylvain, quelqu'un d'autre, ou quelque chose. Un souffle chaud. Elle comprit. Les vents l'avaient s'éveillé. En son absence, ils avaient égardé la maison. Elle sourit. Un sourire large, sincère. Puis elle s'approcha de la table centrale, s'assit et respira. Elle sortit de sa poche un petit fragment de la source de la vallée, une pierre lisse, bleutée, qu'elle avait prise comme témoin. Elle la posa au centre de la table et elle attendit. Un souffle entra par la fenêtre, puis un autre, et encore un. Les vents revenaient, pas blessés, pas craintifs, curieux, vivants. Ils s'installèrent un à un dans leurs coins respectifs. Aucun ne parlait encore. Ils la regardaient, attendaient. Alors Élise parla. Il est temps de tisser. Elle sortit des feuilles, des encres, des rubans. Elle alluma la grande lampe du plafond, prépara de l'eau, choisit un thé rare, presque oublié, au goût de figues et de bois sec, et elle servit, chacun, avec lenteur, avec amour. Elle était rentrée, pas seulement dans la maison, dans son rôle, elle n'était plus simplement la gardienne des vents, elle était la voix de la mémoire. Le monde ne le savait pas encore, mais quelque chose avait changé, et cela commencerait ici, dans une petite maison, au sommet du monde, où les vents racontent leurs secrets, et une femme les écoute. Les jours suivants s'écoulèrent dans une lenteur presque irréelle. La Tistube, désormais pleinement éveillée, semblait battre au rythme d'un cœur ancien. Les murs vibraient doucement quand le vent parlait. Les tasses sonnaient différemment, comme si elles résonnaient avec le monde entier. Élise avait repris sa place, mais elle n'était plus la même. Chaque geste, chaque infusion, chaque parole échangée avec les vents portait maintenant une charge nouvelle, une densité invisible, une certitude silencieuse. Elle avait franchi le seuil. Elle était revenue du bord du néant, et quelque chose là-bas avait changé son sang, son regard, sa peau même. Elle se levait tôt, parfois avant l'aube, préparait le feu, nettoyait la table centrale avec de l'eau infusée de romarin et de sel. Elle écrivait, plus qu'avant, pas seulement des récits. Elle traçait des cartes sonores, des glyphes de vent, des partitions de souffle. Parfois, la maison entière se mettait à frissonner au contact d'un mot. Les vents, eux aussi, avaient changé. Ils venaient plus souvent, restaient plus longtemps,
Et parfois, ils apportaient autre chose que des histoires, de vieux chants oubliés, des parfums d'époques disparues, des échos de voix humaines, celles des gardiens d'avant. Une nuit, un vent du désert posa sur la table une pierre noire, polie, vibrante. Lorsqu'Élise y posa la main, elle vit un homme en tunique d'argile récitant un poème face au ciel. Elle ne pleura pas, elle écouta, mais au cœur de cette paix retrouvée, une ombre restait, pas celle du vent noir, il ne s'était pas montré depuis la vallée. Non, une ombre plus discrète, plus intime, celle de l'absence. Sylvain, il n'était pas revenu. Pas une lettre, pas un signe. Élise l'avait accepté. Il avait joué son rôle. Il l'avait porté jusqu'au seuil, puis il était reparti, comme une comète traverse le ciel pour ne plus revenir. Mais parfois, la nuit, en rangeant les tasses ou en observant la danse d'un vent taïwanais autour du chandelier, elle sentait une présence, non pas physique, un souvenir chaud, une main dans la sienne, un regard partagé, et cela lui suffisait. Presque. Un soir, alors qu'elle préparait une infusion rare, poivre vert et cerise noire, un vent étrange entra. Il n'était ni blessé, ni joyeux. Il était inquiet. Un souffle venu des plaines, porteur d'une tension, comme si la terre elle-même avait frissonné. Élise leva les yeux. Le vent ne s'assit pas, il tournait autour de la pièce, et dans son sillage, une odeur, cendre. Elle s'approcha. « Parle-moi. » Le vent s'agita, puis, en un murmure, lâcha. « Quelqu'un fouille les vallées. » Elle fronça les sourcils. « Qui? » « Ceux qui cherchent à maîtriser ce qui ne doit être qu'écouté. » Elle sentit le froid remonter dans sa colonne. Une image s'imposa à elle, des hommes en combinaison, avec des instruments brillants, des foreuses, des antennes, des scanners. Elle comprit. La vallée n'était plus cachée. Ou du moins, elle ne le resterait pas. Le souffle s'enfuit sans un mot de plus. Elle resta debout, face au feu, sans bouger. Le monde commençait à écouter. Mais peut-être pour de mauvaises raisons. Le lendemain, elle ressortit la carte sacrée, celle que seuls les vents savaient lire. Elle traça une spirale nouvelle au cœur de la vallée et inscrivit un mot en lettres d'encre brune. Souvenir. Puis, sur les marges de la carte, elle grava un avertissement. Pas une menace, une prière. Quiconque entre sans entendre ne verra rien. Quiconque veut prendre se perdra. Elle plia la carte, la scella avec une goutte de cire d'ambre et la déposa dans la bibliothèque cachée entre deux tomes reliés de cuir. La vie reprenait, mais différente. Des jeunes montaient parfois au sommet, attirés par des rumeurs, par la légende de la Tistube. Élise les accueillait avec calme, offrait du thé, écoutait et, parfois, transmettait un mot, un souffle, un silence chargé. Parfois, certains partaient en larmes, parfois, ils riaient sans raison. Mais tous repartaient changés. Et elle, seule dans sa maison, regardait les vents et attendait, car elle le savait. La paix n'est jamais un état, c'est une veille. Et quelque part, dans l'ombre du monde, quelque chose se préparait. Mais elle était prête. Pas pour la guerre, pour l'écoute. Le soir tomba lentement sur la montagne, comme une couverture chaude sur des épaules fatiguées. Le ciel se teinta de cuivre, de lavande, puis de cendres douces. Les dernières lueurs glissèrent le long des crêtes, caressèrent les pierres, les arbres, la tise-tube, et s'endormirent avec la lumière. Dans la maison, tout était paisible. Élise, assise près du feu, écrivait, pas un journal, pas un livre, juste des mots, des sensations, des fragments de vent. Sur le papier, elle ne racontait pas vraiment l'histoire. Elle la laissait respirer. Comme on laisse infuser une pensée dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle révèle sa vraie couleur. Dehors, les vents tournoyaient si doucement, pas en silence, en respect.
Elle posa la plume, regarda les flammes. Le feu n'était plus une nécessité contre le froid. Il était devenu compagnon, comme le vent, comme le thé, comme la solitude. Mais c'était une solitude choisie, pleine, et c'est cela qu'elle écrivait. Ce n'est pas l'absence qui pèse, mais le refus de l'écouter. Le vent ne parle qu'à ceux qui ferment les yeux, et le silence n'est pas un vide. Il est une mémoire lente. Parfois, elle repensait à la vallée, à la stèle, au souffle noir. Elle n'en avait pas peur. Elle savait que tout cela existait toujours, quelque part, dans les replis du monde. Mais elle savait aussi une chose essentielle. Tout ce qui est écouté peut guérir. Le lendemain matin, elle sortit sur le seuil. Il faisait frais, le ciel était clair. Un vent du matin, frais, humide, joyeux, grimpa la pente jusqu'à elle, tourbillonna autour de ses pieds, puis s'immobilisa comme un enfant impatient. Elle sourit. « Je t'ai entendu. » Le vent trembla doucement, puis repartit. Elle se tenait là, droite, les bras croisés, une tasse chaude entre les doigts. Elle pensa à Sylvain. Elle pensa à sa mère, à la fleur de lune, à la clé de cuivre, et à tous ces fragments éparpillés en elle comme les morceaux d'une chanson ancienne. Elle ne voulait pas tout expliquer, elle ne voulait pas tout comprendre, elle voulait seulement être là et accueillir ce qui vient, ce qui part, ce qui change, ce qui reste. Les vents, peu à peu, revinrent en nombre, certains anciens, d'autres nouveaux. Ils apportaient des histoires qui ne parlaient pas de guerre, ni de catastrophe, ni même de beauté, mais d'instants, de brèves joies, de douleurs fines, de silences étranges. Et elle les accueillait tous, avec une tasse, avec une écoute, avec un cœur ouvert. Car c'est là, dans cette maison perchée au sommet du monde, que battait désormais le cœur invisible d'un monde en transformation. Un monde qui avait peut-être commencé à se souvenir, et parfois, très tard le soir, lorsque tout était calme, lorsqu'elle fermait les yeux, Élise sentait un souffle différent, un souffle qu'elle ne nommait pas, mais qu'elle reconnaissait, pas celui du vent noir, celui de l'amour. Il n'avait pas de mots, pas de forme, mais il était là, et cela suffisait.